Le matin où le Dr. James Mitchell trouva le Léopardo mourant dans la fosse de pétrole, il avait déjà décidé que ce serait son dernier jour à documenter la mort. Pendant 43 heures, le Léopardo de 4 mois gisait immobile dans le réservoir de pétrole abandonné. Sa fourrure dorée s'était transformée en un linceul noir et glissant de pétrole brut. Elle avait cessé de se battre il y a 30 heures, cessé de pleurer il y a 20 heures, cessé de se soucier il y a 12 heures. Maintenant, elle attendait simplement, son petit corps à moitié immergé dans la substance toxique qui remplissait ses poumons de poison et ses yeux d'obscurité. Le liquide épais lui avait volé tout ce qui la rendait reconnaissable comme une créature vivante. Pas de rosette dorée, pas de fourrure douce, pas d'espoir, juste une petite forme noire qui respirait par allaitement superficiel et irrégulier, chacun pouvant être le dernier. Elle avait tant essayé de sortir. Ses minuscules greffes avaient gratté contre les parois lisses en béton jusqu'à ce qu'elle saigne. Sa voix avait appelé sa mère jusqu'à ce qu'elle se brise en silence. Mais les murs étaient trop hauts, le pétrole trop lourd, et elle était trop petite. Alors elle a fait ce que ses instincts lui ont finalement dit de faire lorsque toutes les options ont été épuisées. Elle s'est arrêtée. Elle a posé sa tête contre le bord de la fosse où le pétrole était légèrement moins profond, a fermé les yeux contre la brûlure chimique et a attendu que son cœur cesse de battre. Si vous croyez que les animaux méritent d'être sauvés, que l'amour peut transcender les espèces et qu'un seul moment de compassion peut tout changer, abonnez-vous à Wild Heart Stories. Chaque abonné nous aide à partager davantage d'histoires vraies, de liens impossibles et de sauvetages miraculeux. Votre soutien maintient ces histoires en vie et nous rappelle à tous pourquoi la protection de la faune est importante. Rejoignez notre communauté d'amoureux des animaux qui croient aux secondes chances. Le Dr. James Mitchell ne croyait pas aux secondes chances. Il croyait à la documentation, aux preuves, au catalogage de la destruction pour que quelqu'un, quelque part, s'en soucie suffisamment pour l'arrêter. Pendant 6 jours, il avait photographié le désastre écologique laissé par une opération pétrolière illégale à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. 6 jours de végétation morte, de sources d'eau empoisonnées et de terres imbibées de pétrole qui prendraient des décennies à guérir. 6 jours qui ont semblé 6 ans, parce que chaque instant lui rappelait ce qu'il essayait de fuir. Il y a 18 mois, sa fille de 6 ans, Emma, s'était noyée dans un lac alors qu'il était bloqué dans les embouteillages, arrivant 2 minutes après l'ambulance. 2 minutes trop tard pour lui dire qu'il l'aimait. 2 minutes trop tard pour être le père qui a sauvé sa petite fille. Son mariage s'était effondré 4 mois plus tard. Sa femme Sarah ne pouvait pas le regarder sans voir ces 2 minutes manquantes. Lui non plus ne pouvait pas se regarder sans les voir. Alors il a cessé de regarder. Il a accepté chaque mission internationale que son organisation environnementale lui offrait. Il documentait les catastrophes parce que sa propre catastrophe était trop douloureuse à affronter. La mission au Nigeria avait d'abord semblé être un salut. Voler jusqu'à Lagos, conduire 7 heures vers le nord jusqu'à l'installation pétrolière abandonnée, documenter les dommages environnementaux pour le procès contre la société responsable. Rentrer chez lui, simple, clinique. Une semaine à se concentrer sur autre chose que la chambre vide de son appartement de Seattle, où les animaux en peluche d'Emma étaient toujours sur des étagères qu'il n'arrivait pas à vider. Mais rien n'avait été simple. Les dégâts étaient pires que ce que le rapport initial suggérait. 12 fosses de pétrole distinctes, chacune un bassin toxique qui prendrait des années et des millions de dollars à assainir. La faune de la région était dévastée. Il avait photographié des oiseaux morts, des sources d'eau empoisonnées, une végétation privée de vie. Chaque image était une preuve pour l'affaire judiciaire, mais aussi la preuve de quelque chose de plus grand et de plus terrible. La preuve que les humains détruisaient tout ce qu'ils touchaient et qu'aucune quantité de documentation ne serait jamais suffisante pour l'arrêter. Ce matin, son dernier matin, il avait déjà rangé son équipement. Son vol de retour vers les États-Unis partait de Lagos dans 36 heures.
Il avait fait son travail, pris ses photographies, rédigé ses rapports, interviewé les villageois locaux qui s'étaient plaints de la contamination, documenté les poissons morts dans les ruisseaux, l'absence de chants d'oiseaux dans les arbres, la façon dont rien de vert ne poussait à moins de 50 mètres de la plus grande fosse. Maintenant, il retournerait dans son appartement vide à Seattle et chercherait comment exister dans un monde où des petites filles se noyaient pendant que leur père était bloqué dans les embouteillages. Il longeait le périmètre de la plus grande fosse de pétrole une dernière fois, plus par habitude que par nécessité, quand il l'entendit. Un son si faible qu'il faillit le manquer sous le vent matinal bruissant à travers les acacias abîmés, une respiration humide et laborieuse. Le genre de respiration qui précède l'arrêt définitif de la respiration. James se figea, son appareil photo pendu, oublié, autour de son cou. Le son venait de la fosse à sa gauche, la plus profonde, celle encore remplie de pétrole brut parce que les équipes de nettoyage n'avaient pas encore atteint cette section de l'installation abandonnée. L'entreprise avait fait faillite avant que l'assainissement ne puisse commencer, laissant les fosses ouvertes et mortelles. Il se dirigea lentement vers le bord, ses bottes crissantes sur le gravier maculé de pétrole, son cœur commençant à battre avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 18 mois. Urgence, but, la terreur spécifique de savoir que quelqu'un avait besoin d'aide immédiatement. La fosse mesurait environ 4,5 mètres de profondeur et 3,6 mètres de large. Ses parois en béton étaient tachées de noir par les résidus de pétrole qui avaient cuit sous le soleil nigérien pendant 3 ans. La surface du pétrole était sombre et visqueuse, ne reflétant rien, absorbant toute la lumière comme un trou dans le monde. Au début, James ne vit rien d'inhabituel, juste un liquide noir épais et des déchets industriels, des pièces de machines cassées, un fût rouillé à moitié immergé près du bord lointain. Puis la surface bougea légèrement, et il le vit. Une petite forme au bord nord-est de la fosse, pressée contre la paroi où une légère pente créait une section marginalement moins profonde. Quelque chose de noir et immobile qui aurait pu être un débris, à l'exception du fait que cela respirait. Ces terribles respirations superficielles qu'il pouvait maintenant entendre clairement dans le calme matinal. James se pencha davantage par-dessus le bord, ses mains agrippant la rambarde de sécurité rouillée, son cœur commençant à battre avec une urgence qu'il n'avait pas ressentie depuis le couloir de l'hôpital il y a 18 mois. La forme était un animal, petit, entièrement couvert de pétrole, à peine visible contre le liquide noir qui l'entourait. James ne pouvait pas dire de quelle espèce il s'agissait, ne pouvait pas dire si elle était encore vivante, à l'exception de ces terribles respirations superficielles qui semblaient de plus en plus espacées à chaque cycle. Il observa pendant 30 secondes, comptant les respirations. 8 respirations en 30 secondes, un rythme dangereusement bas, mourant. Il ne pensa pas. Penser était ce qui vous faisait être en retard. Penser était ce qui vous faisait rester dans les embouteillages à consulter votre téléphone alors que votre fille avait besoin de vous. Penser était ce qui vous paralysait dans l'inaction, tandis que les moments qui comptaient s'échappèrent. James jeta son appareil photo de côté, l'entendit heurter le sol avec un craquement coûteux dont il se moquait, et chercha un moyen de descendre dans la fosse. Il n'y avait pas d'échelle, pas de point d'entrée sûr, pas d'équipement de sauvetage. Les murs étaient en béton lisse, conçus pour contenir le pétrole, non pour permettre l'évasion. L'installation avait été abandonnée si rapidement que les mesures de sécurité avaient été ignorées. La rambarde qui l'agrippait se détachait déjà de ses attaches. Toute personne responsable appellerait à l'aide, attendrait l'équipement de sauvetage approprié, suivrait le protocole. James avait suivi le protocole 18 mois auparavant. Il avait attendu l'ambulance parce que c'était ce qu'il était censé faire. Emma était morte quand même. Il courut vers son camion, garé à 30 mètres de là, ses jambes bougeant avant que son cerveau ne suive. Il saisit sa corde d'escalade dans le casier à équipement,
celle qu'il utilisait pour accéder aux terrains difficiles lors des relevés, et revint en courant. Ses mains tremblaient tandis qu'il attachait une extrémité à la rambarde métallique renforcée qui entourait la fosse, une caractéristique de sécurité qui n'avait pas réussi à empêcher l'animal, qui gisait maintenant mourant dans la mer toxique en contrebas. Il testa la corde une fois, tirant fort, puis se laissa descendre par-dessus le bord sans hésitation ni seconde pensée. La descente prit des secondes, mais parut des heures. Ses bottes touchèrent la pente de béton glissante et recouverte de pétrole au bord de la fosse, et immédiatement ses pieds glissèrent. Il se rattrapa contre le mur, ses mains s'enfonçant dans d'anciens résidus de pétrole collants et chauds sous le soleil. L'odeur était accablante, chimique et organique à la fois, brûlant ses narines et faisant pleurer ses yeux. Pétrole, mort et déchets industriels, tout mélangé. À 6 mètres de distance, la petite forme noire n'avait pas bougé. Avait-elle cessé de respirer? Était-il déjà trop tard? James s'avança prudemment dans le pétrole lui-même. La substance était épaisse, résistante, tirant sur ses bottes comme de la boue, mais plus lourde, plus insistante. Elle imprégna immédiatement son pantalon, froide malgré la chaleur matinale, invasive, recouvrant sa peau d'un film qu'il pouvait sentir à travers le tissu. Il s'enfonça davantage, chaque pas exigeant un effort. Le pétrole atteignant ses genoux puis ses cuisses. Son esprit rationnel lui hurlait que c'était dangereux, que les fumées toxiques pouvaient le submerger, qu'il pouvait glisser et se retrouver piégé lui-même. Il l'ignora. 6 mètres devinrent 4,5, 4,5 devinrent 3. De près, c'était encore plus petit qu'il ne l'avait imaginé. De la taille d'un chat domestique, peut-être légèrement plus grand, complètement enveloppé de pétrole brut. La substance couvrait chaque centimètre, transformant la créature en une sculpture noire et lisse qui ressemblait à peine à quelque chose de vivant. Seul le plus léger soulèvement et abaissement de son flanc indiquait une respiration. James s'agenouilla dans le pétrole, le sentant s'imprégner dans ses vêtements contre sa peau, froid et invasif, et tendit les 2 mains. Au moment où ses doigts touchèrent la fourrure imbibée de pétrole, les yeux de l'animal s'ouvrirent. Ils étaient or, un or pur et brillant, perçant l'obscurité comme un lever de soleil à travers une tempête. Pendant une seconde interminable, James et la créature mourante se regardèrent. Il vit de la conscience dans ses yeux, de la perception, de l'intelligence et d'autres choses. Pas de l'espoir. L'animal était trop loin pour l'espoir, mais de la reconnaissance, une prise de conscience qu'il n'était pas seul dans ses derniers instants, que quelque chose de chaud et de vivant était venu témoigner de sa mort. La vision de James se brouilla de larmes qu'il n'avait pas versées depuis qu'il se tenait dans le couloir de l'hôpital il y a 18 mois, depuis qu'il tenait la petite main d'Emma et la sentait devenir froide dans sa prise. Sans réfléchir, sans planifier, sans rien qui ressemble à un protocole professionnel, il glissa ses mains sous le petit corps et le souleva. L'animal était étonnamment léger, même imbibé de pétrole. Il ne fit aucun bruit, n'offrit aucune résistance. Sa tête reposa mollement contre son avant-bras, les yeux toujours ouverts, mais maintenant flous, la brève étincelle de conscience s'éteignant dans l'obscurité de la mort imminente. James le serra contre sa poitrine, sentant le faillible battement de cœur à travers les couches de pétrole et de fourrure, et retourna vers la corde. Chaque pas était plus difficile que le précédent. Le pétrole s'accrochait à lui, le tirait, comme si la fosse elle-même refusait d'abandonner sa victime. Sortir était plus difficile que d'entrer. Il ne pouvait pas grimper d'une seule main et il ne pouvait pas poser l'animal. Il ne pouvait pas le remettre dans cette mer toxique, même pour les quelques minutes qu'il lui faudrait pour sortir et le hisser. Pendant un instant, il resta au fond de la fosse, tenant d'une créature mourante couverte de pétrole toxique, sans solution claire. Alors son instinct de survie,
Le même instinct qu'il avait trahi quand Emma avait eu besoin de lui s'activa finalement avec une clarté brutale. Il glissa le petit corps à l'intérieur de sa chemise, sentant le pétrole froid et humide s'infiltrer immédiatement jusqu'à sa peau, d'une intimité choquante et viscérale. Il utilisa sa ceinture pour fixer l'animal contre sa poitrine, la serrant suffisamment pour le maintenir, mais pas au point de gêner sa respiration. Puis il saisit la corde à deux mains et grimpa. Ses bras brûlaient d'effort, ses jambes glissaient à plusieurs reprises contre le mur glissant de pétrole. L'animal pressé contre sa poitrine était un petit poids froid qui rendait tout plus difficile. Mais il grimpa main après main, pied après pied, ignorant les cris dans ses épaules, la façon dont sa prise glissait sans cesse, la certitude absolue qu'il allait tomber, jusqu'à ce qu'il se hisse par-dessus le bord et s'effondre sur un sol solide, l'animal mourant toujours pressé contre son cœur. Pendant 30 secondes, James resta allongé sur le dos sous le soleil nigérian, respirant difficilement, sentant le petit battement de cœur fragile contre sa poitrine, s'affaiblissant à chaque battement. Puis il s'assit, détacha sa ceinture et tira délicatement la créature de sa chemise. À la lumière brillante du matin, des détails devinrent visibles qui avaient été cachés dans la fosse. L'animal était couvert de pétrole brut. Oui, chaque centimètre recouvert d'une épaisse boue noire. Mais tandis que James le tournait doucement, cherchant des blessures, cherchant tout signe de ce qui s'était passé, il vit quelque chose sous le revêtement noir. Un motif, des taches, pas des taches, des rosettes. Son souffle se coupa. Ce n'était pas un chat domestique. Ce n'était même pas un petit chat sauvage. C'était un léopardo. James avait travaillé avec la faune sauvage pendant 15 ans. Il avait un diplôme en médecine vétérinaire et une spécialisation en biologie de la faune. Il connaissait les réglementations, les protocoles, les dangers de manipuler des prédateurs supérieurs même en tant que nourrisson. Il savait qu'il devait appeler les autorités compétentes, utiliser des équipements de protection, maintenir une distance professionnelle. Il savait que même un léopardo de 4 mois pouvait causer de graves blessures s'il était effrayé ou souffrait. Il savait tout cela intellectuellement comme un fait absolu. Mais quand ses yeux d'or s'ouvrirent à nouveau et le regardèrent avec une expression qui reflétait étrangement le dernier regard que sa fille lui avait donné depuis son lit d'hôpital, toute la formation professionnelle de James s'évapora comme de l'eau sur de l'asphalte chaud. Il serra à nouveau le léopardo mourant contre sa poitrine, se leva sur des jambes tremblantes et courut vers son camion. Ses fournitures vétérinaires mobiles étaient basiques, conçues pour traiter des blessures mineures chez les animaux domestiques lors de recherches sur le terrain, pas pour les soins critiques d'urgence d'un léopardo mourant. Mais elles devraient suffire. Tout devrait suffire. Il étendit une bâche dans la benne du camion, déposa le léopardo aussi délicatement que possible et commença le travail désespéré d'enlever le pétrole qui la tuait lentement de l'extérieur. La substance ne voulait pas s'enlever. L'eau seule était inutile. L'huile s'écoulait sans pénétrer, sans nettoyer, sans aider. James prit du liquide vaisselle de ses fournitures de camping, le type puissant conçu pour dégraisser, et commença à le faire pénétrer dans la fourrure du léopardo section par section, essayant d'être minutieux, mais aussi rapide, car le temps pressait. Le léopardo gisait immobile, les yeux à nouveau fermés, sa respiration devenant plus irrégulière à chaque minute qui passait. Tandis que le pétrole se dissolvait lentement sous ses mains savonneuses, créant des rivières noires qui coulaient de la bâche sur le sol, la véritable apparence du léopardo émergeait comme une photographie en développement. Femelle, il le détermina par l'anatomie. Environ 4 mois, basé sur le développement des dents visibles, lorsqu'il lui ouvrit délicatement la bouche pour dégager ses voies respiratoires et basé sur sa taille. Une fourrure dorée avec des rosettes noires parfaitement formées, couvrant son dos et ses flancs. Belle de la manière dont les choses sauvages sont belles,
avec une perfection qu'aucun artiste humain ne pourrait reproduire, et mourante, définitivement mourante. Son rythme respiratoire était dangereusement bas, environ 6 respirations par minute, alors qu'il devrait être proche de 30. Sa température corporelle avait chuté en raison d'une exposition prolongée au pétrole froid, ce qui était contre-intuitif car le pétrole devrait isoler. Mais le refroidissement par évaporation combiné à son incapacité à bien réguler sa température signifiait qu'elle sombrait dans l'hypothermie. Elle souffrait probablement d'empoisonnement chimique, les composés pétroliers étant absorbés par sa peau et ses poumons, de déshydratation, n'ayant pas pu boire pendant plus de 40 heures, d'hypothermie, d'épuisement, de choc. N'importe laquelle de ces conditions pourrait la tuer. Ensemble, elles le feraient presque certainement. James travailla plus vite, ses mains bougeant avec la mémoire musculaire de ses années de formation vétérinaire. Il dégagea ses voies respiratoires à l'aide d'une poire de lavement pour aspirer le pétrole et les fluides de son nez et de sa bouche. Il essuya le pétrole de ses yeux avec une gaze imbibée de solution saline, travaillant soigneusement autour des structures délicates. Il nettoya ses oreilles, ses pattes, entre ses orteils où le pétrole s'était accumulé. Il l'enveloppa dans sa seule serviette propre et la serra contre sa poitrine nue, utilisant la chaleur de son corps pour la réchauffer, sentant son petit corps froid absorber graduellement la chaleur de sa peau. Il fit couler de l'eau mélangée à des électrolytes sur sa langue à l'aide d'un compte-gouttes, de minuscules quantités, attendant de voir si elle déglutirait. Elle le fit d'à peine, mais elle le fit. Ce minuscule réflexe automatique fut suffisant pour lui donner de l'espoir. Pendant les 6 heures suivantes, tandis que le soleil montait et que la chaleur devenait oppressante, James ne bougea pas de l'arrière de son camion. Il s'assit dans la petite parcelle d'ombre fournie par le haillon ouvert, tenant le léopardo contre sa peau, surveillant sa respiration, nettoyant davantage de pétrole de sa fourrure, alors qu'il continuait à s'infiltrer des couches inférieures, administrant des fluides goutte par goutte toutes les 15 minutes. Il annula son vol avec un bref email à son superviseur. Il n'appela personne d'autre. Il n'avertit pas les autorités de la faune. Il se concentra simplement sur le fait de maintenir cette petite créature en vie d'une minute à l'autre, d'une respiration à l'autre, d'un battement de cœur à l'autre. Alors que le soleil montait vers midi, sa respiration se stabilisa légèrement, pas normale, mais ne mourant plus activement. Sa température corporelle commença à monter, passant de dangereusement basse à simplement préoccupante. Elle resta inconsciente, son petit corps mou et sans réaction, mais son rythme cardiaque se renforça, passant de critique à simplement préoccupant. Du pouls filiforme à peine perceptible qu'il pouvait sentir à son artère fémorale à quelque chose de plus substantiel, de plus réel, de plus vivant. James baissa les yeux vers le léopardo dans ses bras, sa fourrure encore émêlée et humide, mais maintenant reconnaissablement doré, son petit visage paisible dans l'inconscience, sa respiration suffisamment stable pour qu'il puisse compter 8 respirations dans 30 secondes au lieu de 6 et prononça ses premiers mots depuis des heures. « Pas cette fois, murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion et de déshydratation. Cette fois, je n'étais pas en retard. Cette fois, je peux te sauver. Cette fois, je ne perds pas. » L'oreille du léopardo tressaillit légèrement au son de sa voix, tournant vers lui d'une fraction seulement. C'était un mouvement minuscule, à peine perceptible, mais c'était une réponse. Elle pouvait l'entendre. Elle traitait encore les informations sensorielles. Elle était toujours là, toujours en train de se battre, toujours en train d'essayer de survivre contre des chances qui auraient dû la tuer des heures auparavant dans cette fosse toxique. James Mitchell, qui avait cessé de croire aux secondes chances, qui avait passé 18 mois certain que le salut était impossible, ajusta soigneusement la serviette autour du léopardo, la cala plus sûrement contre sa poitrine, là où elle pouvait entendre son rythme cardiaque,
et commença à planifier comment la maintenir en vie suffisamment longtemps pour découvrir si les miracles étaient encore possibles. Derrière eux, la fosse de pétrole gisait sombre et toxique sous le soleil africain. Sa surface noire et lisse commençait déjà à retrouver son immobilité, effaçant toute preuve que quelque chose de petit et de désespéré s'était débattu là pendant 43 heures avant de choisir d'abandonner. Mais la preuve restait dans les bras de James, respirant doucement, s'accrochant à la vie par le plus mince des fils, prouvant que parfois, être en retard de 2 minutes devient exactement à l'heure lorsque l'univers décide d'offrir la grâce au lieu du chagrin. Le vrai combat ne faisait que commencer. Mais pour la première fois en 18 mois, James Mitchell était prêt à se battre. Le Dr. James Mitchell la nomma Candy le 3e jour, lorsqu'elle ouvrit pleinement les yeux pour la première fois et le regarda sans le voile de la mort imminente obscurcissant son regard. Candy signifiait l'aimer en Swahili, une langue dont James avait appris des bribes lors de missions précédentes en Afrique de l'Est. Cela semblait approprié pour une créature qui avait été si près de mourir seule et mal aimée dans une mer de poison industriel, qui maintenant gisait recroquevillée dans un nid de couverture à l'intérieur de sa tente, respirant régulièrement. Sa fourrure dorée retrouvant lentement son éclat naturel à mesure que les dernières traces de pétrole brut disparaissaient de son pelage. Mais elle n'était pas hors de danger. James connaissait les statistiques parce qu'il les avait consultées sur son ordinateur portable pendant l'une des plus longues périodes de sommeil de Candy. Les léopardos séparés de leur mère avant l'âge de 5 mois avaient un taux de survie de moins de 20% dans la nature. Les léopardos exposés à des produits chimiques toxiques avaient des taux de survie que James ne voulait pas calculer parce que les chiffres étaient si sombres qu'ils pourraient lui faire abandonner tout espoir. Il devrait l'emmener au centre de réhabilitation de la faune à Calabar, à 3 heures au sud, par des routes terribles. Il devrait la confier à des spécialistes disposant d'installations appropriées et d'années d'expérience avec les grands félins. Il devrait suivre le protocole, tout documenter, transférer les soins aux professionnels qui savaient réellement ce qu'ils faisaient. Il devrait faire beaucoup de choses. Au lieu de cela, chaque matin, il se réveillait avec Candy pressée contre sa poitrine, son petit corps chaud recroquevillé dans l'espace entre son bras et ses côtes, ronronnant doucement dans son sommeil avec un son qui vibrait à travers tout son corps. Chaque matin, il se disait qu'aujourd'hui serait le jour où il ferait l'appel. Chaque matin, il ne parvenait pas à composer le numéro. Chaque matin, il trouvait une autre raison d'attendre juste un jour de plus. La vérité était simple et terrifiante. Pour la première fois depuis la mort de Ma, James se sentait nécessaire, pas seulement utile, pas seulement occupé, nécessaire. Candy avait besoin de lui spécifiquement, constamment, désespérément, d'une manière qui ne laissait aucune place au doute ou à l'hésitation. Elle avait besoin de la chaleur de son corps pour maintenir sa température pendant les nuits fraîches, lorsque la température tombait autour de 10 degrés Celsius et que son petit corps luttait pour thermoréguler après le traumatisme qu'elle avait subi. Elle avait besoin de ses mains pour préparer son lait toutes les 3 heures, mélangeant le substitut de lait en poudre pour chaton avec de l'eau tiède en proportion exacte, car trop en donner provoquerait la diarrhée et pas assez la laisserait mal nourrie. Elle avait besoin de sa voix pour la calmer quand elle se réveillait effrayée et désorientée, appelant une mère qui n'était pas là pour une vie qui avait été interrompue par 43 heures d'enfer. Elle avait besoin de lui d'une manière dont personne n'avait eu besoin de lui depuis qu'il avait échoué envers sa fille. Au 4e matin, Candy essaya de se tenir debout. James nettoyait son biberon dans une bassine d'eau bouillie quand il entendit de petits grattements provenant du nid de couverture qu'il avait construit dans le coin de sa tente. Il se retourna pour la trouver sur ses pattes, les jambes écartées et tremblantes d'effort, mais droite, sa queue tendue pour l'équilibre, frémissante sous la tension. Elle fit un pas titubant en avant, puis s'assit lourdement, l'air surprise et légèrement offensée par sa propre faiblesse. Ses oreilles se couchèrent.
Elle fit un petit son de frustration étonnamment fort pour une si petite créature. Doucement, dit James, se déplaçant à ses côtés. Il passa sa main le long de son dos, sentant les bosses de sa colonne vertébrale trop proéminentes sous sa fourrure, preuve du poids qu'elle avait perdu pendant son calvaire. Tu as traversé quelque chose de terrible. Ton corps a besoin de temps pour se souvenir comment fonctionner. Candy leva les yeux vers lui avec ses remarquables yeux d'or et fit un son à mi-chemin entre un miaulement et un gazouillis. C'était la première vocalisation volontaire qu'elle avait faite depuis son sauvetage, qui n'était pas un cri de détresse ou d'inconfort. Cela ressemblait presque à une question. « Vas-tu m'aider? » James sentit sa gorge se serrer d'une émotion qu'il ne pouvait nommer et qu'il ne voulait pas examiner de trop près. « D'accord, dit-il doucement, s'installant par terre à côté d'elle. « D'accord, petite. Nous y travaillerons ensemble, mais lentement. Tout lentement. » Il passa l'heure suivante à aider Candy à s'exercer à marcher. Elle se levait, chancelait, faisait quelques pas et s'effondrait dans ses mains tendues. Chaque fois qu'elle tombait, il la rattrapait. Chaque fois qu'il la rattrapait, elle se reposait d'un instant contre ses paumes, reprenait des forces et essayait à nouveau. Sa détermination était remarquable, féroce, absolument léopard dans son refus d'accepter les limitations. Après 43 heures passées à attendre la mort, elle avait apparemment décidé que vivre valait l'effort, valait la douleur, valait le travail épuisant de réapprendre à être une créature qui se déplaçait dans le monde par sa propre force. À midi, Candy pouvait marcher 4,5 mètres avant que ses pattes ne lâchent. James célébra en lui donnant une portion de lait légèrement plus grande, qu'elle consomma avec avidité, sa petite langue rugueuse lapant la tétine du biberon avec une coordination croissante. Quand elle eut fini, elle grimpa directement sur ses genoux sans hésitation ni peur, pétrit brièvement sa cuisse avec ses pattes, les griffes soigneusement rétractées dans un geste d'affection qu'il reconnaissait chez les chats domestiques, puis se recroquevilla en boule et s'endormit, le nez caché sous sa queue. James resta immobile, craignant de la déranger, son ordinateur portable ouvert mais oublié à côté de lui, sa main posée légèrement sur son flanc, sentant chaque respiration, surveillant son état sans y penser consciemment. C'était devenu sa réalité. Ne pas documenter les catastrophes environnementales, ne pas gérer le chagrin dans la solitude, ne pas se noyer dans la culpabilité pour des échecs qu'il ne pouvait réparer, juste s'asseoir dans un camp improvisé au Nigeria, maintenir un léopardo en vie et être maintenu en vie en retour, exister dans une bulle de survie partagée qui semblait plus réelle que tout ce qu'il avait ressenti depuis 18 mois. Son téléphone sonna, brisant le silence. La tête de Candy se leva, les oreilles alertes, un son grave grondant dans sa petite poitrine, qui pourrait un jour devenir un vrai grognement, mais qui sonnait maintenant juste comme un chaton essayant des comportements d'adulte. James saisit rapidement le téléphone, vérifiant l'identité de l'appelant. Sarah, son ex-femme. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 4 mois, pas depuis que les papiers du divorce avaient été finalisés, et ils avaient partagé leurs biens comme des chirurgiens retirant des tissus malades. Son doigt plana au-dessus du bouton de réponse, puis Candy frotta sa tête contre sa main, exigeant de l'attention, lui rappelant où son attention devait être. Et il laissa l'appel aller à la messagerie vocale. Il s'occuperait de son passé plus tard. En ce moment, cette petite créature avait besoin de lui présent, avait besoin de lui ici, avait besoin qu'il soit la personne qui ne partait pas quand les choses devenaient difficiles. Les jours suivants développèrent un rythme qui ressemblait presque à la vie plutôt qu'à la simple survie. James se réveillait avant l'aube lorsque Candy bougeait, la nourrissait, la nettoyait, la vérifiait pour tout signe d'infection ou de complication. Puis il la portait dehors pour explorer pendant que le matin était encore suffisamment frais pour qu'elle ne surchauffe pas. Elle devenait rapidement plus forte maintenant, sa résilience naturelle de léopard s'affirmant chaque jour qui passait. Sa coordination s'améliora. Son appétit augmenta.
la tristesse dans ses yeux, ce regard d'un animal qui avait abandonné, disparu complètement. Elle montait sur ses épaules et restait pendant qu'il marchait le périmètre du camp, ses griffes piquant légèrement à travers sa chemise, son ronronnement vibrant contre sa nuque. James lui parlait pendant ses promenades. Il lui parla d'Emma, du lac où c'était arrivé, des embouteillages qu'il avait fait arriver 2 minutes en retard, du fait d'arriver et de trouver des ambulances et des voitures de police, et une petite foule rassemblée et de savoir immédiatement, avec une certitude absolue que sa vie venait de se terminer, de la culpabilité qu'il avait consumée comme le pétrole, avait consumé le petit corps de Candy, recouvrant tout, rendant impossible de voir quoi que ce soit de bon, de propre ou digne d'être préservé. Il lui raconta des choses qu'il n'avait jamais dites à son thérapeute, à ses collègues, même à Sarah. Candy écoutait, ses oreilles tournant vers sa voix, posant occasionnellement une petite patte contre sa joue, comme pour dire qu'elle comprenait, comme pour dire que sa douleur comptait, comme pour dire qu'il n'était plus seul. Le fait était, dit James un matin, une semaine après le début de leur cohabitation, je ne sais pas si je t'ai sauvé parce que tu avais besoin d'être sauvé ou parce que j'avais besoin de sauver quelque chose. Est-ce que ça a du sens? T'ai-je secouru pour toi ou pour moi? Suis-je égoïste de te garder ici alors que tu devrais probablement être avec des professionnels qui savent ce qu'ils font? Candy répondit en descendant de ses épaules le long de sa poitrine pour s'asseoir dans ses bras, le regardant directement avec ses yeux d'or qui voyaient tout. Puis elle tendit une patte et toucha doucement sa bouche, le même geste qu'elle faisait quand elle voulait téter, quand elle voulait du réconfort, quand elle voulait être proche. C'était sa façon de dire « nourrisse-moi ». Mais à ce moment-là, cela ressemblait à autre chose. Comme si elle lui disait d'arrêter de dire des bêtises et d'accepter qu'ils avaient besoin l'un de l'autre de la même manière, que la survie n'était jamais un acte solitaire, que sauver et être sauvé étaient parfois la même chose. À la fin de la 2e semaine, Candy avait triplé son apport alimentaire et gagné près de 1 kilo. Ses côtes n'étaient plus visibles lorsqu'elle s'étirait. Son pelage avait retrouvé sa qualité imperméable. Chaque poil lisse et parfait et brillait d'or sous le soleil comme du métal poli. Elle pouvait courir sur de courtes distances, sa démarche encore légèrement désordonnée, mais reconnaissablement léopard dans sa puissance fluide. Elle pouvait grimper sur des surfaces basses, se propulsant avec ses puissantes pattes arrière. Et elle avait commencé à montrer des comportements de chasse appropriés, traquant les bottes de James avec une concentration intense, bondissant sur ses lacets avec une détermination féroce, pratiquant les compétences qui feraient d'elle un jour un prédateur alpha parfait. James dut admettre, en la regardant s'exercer à la traque sur une bouteille d'eau un après-midi, qu'elle avait besoin de plus que ce qu'il pouvait lui offrir dans leur camp de bord. Elle avait besoin d'espace pour courir. Elle avait besoin d'enrichissement pour stimuler son cerveau en développement. Elle avait besoin d'obstacles à escalader, de choses pour se cacher, de proies à chasser. Par-dessus tout, elle avait besoin de sa mère. Avait besoin de l'éducation spécialisée que seul un autre léopard pouvait lui donner. Avait besoin d'apprendre les 1000 choses subtiles qui la maintiendraient en vie dans la nature. L'idée avait grandi dans son esprit depuis des jours, nourrie par la biologie de la faune qu'il avait apprise à l'université, par les articles de recherche qu'il avait lus, par la simple observation de ce dont Candy avait besoin par rapport à ce qu'il pouvait offrir. Elle était assez jeune pour que si sa mère était encore vivante et pouvait être localisée, la réunion soit possible. Les léopardesses étaient des mères dévouées qui cherchaient longuement leur petite perdue. Il avait été documenté qu'elles cherchaient pendant des semaines, voire des mois. Si la mère de Candy avait survécu à la circonstance qui les avait séparés, si elle n'avait pas été tuée par des braconniers ou d'autres prédateurs, si elle était toujours dans la région, elle pourrait toujours chercher. Elle pourrait toujours attendre. Elle pourrait toujours avoir de l'espoir. James prit sa décision le 16e jour.
Il n'emmènerait pas Candy dans un centre de réhabilitation où elle grandirait en captivité, où elle ne saurait jamais ce que cela signifiait d'être vraiment sauvage, où elle vivrait sa vie dans des enclos, aussi spacieux soient-ils. Il chercherait sa mère, il essayerait de la rendre à sa vraie famille, à sa vraie vie, à la liberté sauvage qu'elle était née pour connaître. Même si la partie égoïste de lui voulait la garder en sécurité et près de lui pour toujours, même si la laisser partir ferait plus mal que presque tout ce qui avait fait mal depuis Emma. Cet après-midi-là, il installa des pièges photographiques dans un rayon de 3,2 kilomètres autour de la fosse de pétrole où il avait trouvé Candy, utilisant les caméras de chasse activées par le mouvement de son équipement de recherche. Il documenta des traces de léopards fraîches près d'une source d'eau à 800 mètres à l'est. Des traces trop grandes pour être celles de Candy. Des traces qui montraient le motif distinctif des coussinets d'une femelle adulte. Il enregistra des marques de griffes sur des acacias qui indiquaient une femelle adulte marquant son territoire, affirmant sa présence, communiquant avec des rivaux potentiels et des partenaires potentiels. Les preuves suggéraient que la mère de Candy n'avait pas abandonné son petit volontairement. Elle avait cherché. La nuit, James était allongé dans sa tente avec Candy étendue sur sa poitrine. Son poids était maintenant suffisamment important pour que son bras s'engourdisse en 20 minutes et il se prépara à la perte qui s'annonçait. Il avait sauvé sa vie. Maintenant, il devait lui rendre sa vie. Même si cela signifiait perdre la seule chose qu'il avait fait, se sentir vivant en 18 mois, même si cela signifiait revenir au vide dans lequel il vivait avant de la trouver. Même si cela signifiait faire face au fait que certaines choses que l'on aime, il faut les laisser partir. Ta mère est la bosse, murmura-t-il dans la douce fourrure de Candy, ces mots à peine audibles. Je vais la trouver, je vais te la rendre, et ça va faire plus mal que tout ce qui a fait mal depuis la mort d'Emma. Mais c'est la bonne chose à faire. Tu mérites d'être sauvage. Tu mérites d'être avec ta vraie famille. Tu mérites tout ce que je ne peux pas te donner. Candy ronronna plus fort, indifférente à ces mots, sûre que cet humain la garderait en sécurité, la nourrirait, serait là quand elle se réveillerait la nuit, effrayée et seule. Elle ne savait pas qu'il prévoyait de la quitter, ne pouvait pas comprendre que l'amour signifiait parfois lâcher prise, ne pouvait pas comprendre que le meilleur cadeau qu'il pouvait lui faire était de la rendre à une vie où elle n'aurait pas du tout besoin de lui. James ferma les yeux et s'autorisa une nuit de plus à faire semblant qu'elle pouvait rester pour toujours. Une nuit de plus à se sentir nécessaire. Une nuit de plus à ne pas être l'homme qui est arrivé 2 minutes trop tard. Le lendemain matin, il vérifia les pièges photographiques. Sur la caméra la plus au nord, horodatée à 2h17 du matin, une grande léopardesse adulte marcha directement vers l'objectif, s'arrêta à 3 mètres et fixa la caméra comme si elle savait exactement ce qu'elle cherchait, comme si elle savait que son petit était quelque où à proximité et que cet étrange objet humain pourrait l'aider à retrouver ce qu'elle avait perdu. James téléchargea l'image et zooma sur le visage de la léopardesse. Son expression était obsédante, alerte, en quête, désespérée. Le visage d'une mère qui avait perdu son enfant et refusait d'arrêter de chercher. Ses oreilles étaient pointées vers l'avant. Ses yeux étaient fixés sur la caméra avec une intensité qui serrait la poitrine de James. Elle était toujours là, toujours en quête, toujours pleine d'espoir. Il jeta un coup d'œil à Candy, qui jouait avec une feuille soufflée dans la tente, complètement indifférente à tout ce qui dépassait la joie immédiate du jeu. Elle était si petite, si confiante, si complètement dépendante de lui. L'idée de la relâcher vers un destin incertain dans la nature le terrifiait. Et si sa mère la rejetait après des semaines de séparation? Et si l'odeur humaine sur la fourrure de Candy faisait en sorte que sa mère la voie comme contaminée, comme autre, comme n'étant plus tout à fait un léopard? Et si Candy ne pouvait pas se réadapter à la vie sauvage après avoir été nourrie au biberon et élevée à la main? Et si James commettait une terrible erreur qui se solderait par la mort de Candy seule dans la brousse,
appelant une mère qui ne viendrait pas, aide un humain qui était déjà parti. Mais alors il se souvint d'Emma dans son lit d'hôpital, des tubes et des moniteurs partout, sa petite main dans la sienne, et le médecin disant « Elle est confortable maintenant, vous pouvez lui tenir la main. » Passé. Confortable maintenant. Pas confortable comme si elle devenait encore confortable. Confortable maintenant comme dans le confort de la fin. Parce que James était arrivé 2 minutes en retard. Et parfois, 2 minutes faisaient la différence entre tenir la main de sa fille pendant qu'elle vivait et la tenir pendant qu'elle mourait. Il ne serait plus en retard. Il ne choisirait pas la sécurité plutôt que la vérité. Il ne laisserait pas la peur prendre ses décisions. Candy appartenait à la nature avec sa mère. James devait apprendre à vivre avec la perte au lieu de s'y cacher. Leurs chemins s'étaient croisés précisément au moment où tous deux avaient besoin d'être sauvés, mais les points d'intersection étaient temporaires par définition. Des lignes parallèles qui se touchaient une fois, puis continuaient sur leurs trajectoires séparées. « D'accord, » dit James à voix haute, sa décision prise, sa voix ferme malgré le chagrin qui montait déjà dans sa poitrine. « D'accord, petite, allons trouver ta mère. Voyons si nous pouvons te rendre la vie que tu étais censée avoir. » Candy leva les yeux vers lui, pencha la tête dans ce geste curieux qui la faisait paraître incroyablement jeune et gazouilla interrogativement. James la prit dans ses bras, la serra contre sa poitrine une dernière fois, sentant son cœur battre fort et régulièrement sous sa paume, et commença à rassembler des provisions pour la recherche qui se terminerait soit par un miracle, soit par un autre genre de chagrin. Quoi qu'il en soit, il serait là. Cette fois, il ne serait pas en retard. Cette fois, il irait jusqu'au bout, quelle que soit cette fin. La recherche de la mère de Candy dura 6 jours. 6 jours à suivre des traces à travers une brousse dense, à surveiller des pièges photographiques qui capturaient des images de tout sauf de ce que James cherchait, et à signaler des positions à la léopardesse adulte que James savait maintenant chercher désespérément son petit perdu. Candy montait sur ses épaules pendant ses recherches, ses griffes piquant à travers sa chemise selon un motif qu'il avait appris à lire, comme un langage. Une légère pression signifiait qu'elle était à l'aise. Une pression profonde signifiait qu'elle était nerveuse. Un pétrissage rythmé signifiait qu'elle voulait descendre. Elle communiquait constamment maintenant, non seulement par des vocalisations, mais avec tout son corps, et James était devenu capable de lire ses signaux. Elle semblait sentir que quelque chose d'important se passait. Son espièglerie habituelle céda la place à une vigilance inhabituelle. Elle levait son nez au vent, testant des sens que James ne pouvait détecter avec son système olfactif humain limité, et parfois faisait de petites vocalisations qui ressemblaient presque à des questions. « Sommes-nous proches? Est-elle près? Pourquoi faisons-nous cela? » L'après-midi du 22e jour depuis son sauvetage, tout changea en l'espace de 3 battements de cœur. James marchait le long d'un sentier de gibier à 3,2 km au nord-ouest de la fosse de pétrole, suivant des traces qui semblaient prometteuses, lorsque Candy se raidit soudainement sur ses épaules. Chaque muscle de son petit corps se tendit simultanément. Ses griffes s'enfoncèrent plus profondément dans sa chemise, perçant le tissu et la peau dans son urgence. Un son grave émergea de sa poitrine, pas un grognement, mais quelque chose d'entièrement différent. Un appel de reconnaissance. Un son que James ne l'avait jamais entendu faire en toutes leurs semaines ensemble. Quelque chose d'instinctif qui contournait le comportement appris et allait directement à la mémoire génétique. Il se figea, tous ses sens en alerte. La brousse autour d'eux était silencieuse, trop silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de bruissement de petits mammifères dans les sous-bois. Le genre de silence qui signifiait qu'un prédateur était proche. Le genre de silence qui signifiait que quelque chose avec des dents, des griffes et un pouvoir de tuer les observait. La main de James se porta instinctivement vers l'avertisseur sonore à air sur sa ceinture, équipement standard pour les chercheurs en faune sauvage,
travaillant en territoire de grands félins. Mais avant que ses doigts ne puissent s'en saisir, Candy se lança de ses épaules. Elle atterrit lourdement dans la terre, trébucha, faillit tomber, puis se rétablit et courut directement dans la végétation épaisse à sa gauche. Le cœur de James s'arrêta. Tous les scénarios cauchemardesques inondèrent son esprit en un instant. Serpents, hyènes, léopards mâles qui tuaient les petits qui n'étaient pas les leurs. Candy était assez forte pour marcher, mais pas assez forte pour se défendre. Pas assez rapide pour échapper à un danger réel. Pas assez sauvage pour lire les signes qui signifiaient fuir. « Candy !» cria-t-il, sa voix se brisant de panique, se précipitant après elle à travers les sous-bois. Les branches lui fouettaient le visage. Les épines accrochaient ses vêtements et sa peau. Il courut avec la vitesse désespérée de quelqu'un qui avait déjà perdu un enfant et préférait mourir plutôt que d'en perdre un autre. Il traversa la végétation pour arriver dans une petite clairière et s'arrêta si brusquement qu'il faillit tomber, ses bottes glissant sur la terre meuble. À 6 mètres de là, Candy était parfaitement immobile, absolument sans mouvement, à l'exception de la montée et de la descente rapide de ses flancs, alors qu'elle haletait de l'effort de la course. À 3 mètres au-delà d'elle, partiellement dissimulée par de hautes herbes, une grande léopardesse adulte les observait tous les deux avec des yeux qui correspondaient exactement à ceux de Candy. Le même or, la même intensité, la même intelligence observant un monde qui exigeait une vigilance constante pour survivre. La léopardesse adulte était magnifique. Environ 59 kilos de pur prédateur alpha. Pelage doré avec des rosettes parfaitement espacées qui assuraient un camouflage même en plein jour. Épaules et pattes puissantes conçues pour abattre des proies 2 fois sa taille. Elle était tendue, chaque muscle contracté et prêt, la queue basse, les oreilles en avant, analysant la situation avec le genre de calcul concentré qui maintenait les léopards en vie dans un monde plein de menaces. Son regard passa de Candy à James et vice-versa, traitant l'information, essayant de comprendre pourquoi son petit sentait l'humain et ne courait pas vers elle immédiatement. James ne bougea pas, ne respira pas. Il avait travaillé avec de la faune dangereuse pendant 15 ans, mais c'était différent. C'était une mère qui cherchait son bébé perdu depuis 3 semaines. Elle était désespérée, dangereuse, imprévisible, et avait toutes les raisons de voir James comme une menace. Toutes les raisons de penser qu'il avait volé son petit, blessé son petit, l'empêchait de revenir. Son esprit déroula automatiquement les protocoles de défense. Ne pas courir, ne pas lui tourner le dos, se faire grand, utiliser l'avertisseur sonore si elle charge, protéger sa gorge. Mais Candy prit la décision pour tout le monde. Elle fit 3 pas titubants en avant, toujours pas complètement coordonnés, se remettant encore de 43 heures d'enfer, et fit un son que James n'avait jamais entendu d'elle auparavant. Un gazouillis spécifique qu'il reconnut instinctivement comme maman. Le son qu'un petit fait lorsqu'il cherche la sécurité, lorsqu'il demande de la nourriture, lorsqu'il dit « j'ai besoin de toi ». Tout le langage corporel de la léopardesse adulte changea instantanément. Sa queue se leva de sa position basse défensive. Ses oreilles pivotèrent entièrement vers l'avant. Elle fit 2 pas rapides vers Candy et s'arrêta, reniflant l'air intensément, son nez travaillant à traiter les informations confuses que ses yeux et ses oreilles lui fournissaient. Pendant un moment qui s'étira en éternité, la mère et le petit se regardèrent à travers 3 mètres d'herbe africaine et 3 semaines de séparation. Puis la léopardesse adulte fit un son à mi-chemin entre un ronronnement et un grognement. Un son qui vibra à travers la clairière et semblait dire « Je croyais t'avoir perdu ». Et Candy courut. Elle couvrit la distance en quelques secondes, ses petites pattes pompant avec toute la force qu'elle avait, et se jeta sur sa mère avec un abandon total. La léopardesse adulte la rattrapa, toutes 2 roulant dans l'herbe dans un enchevêtrement de fourrures dorées et de taches noires.
La mère renifla et lécha frénétiquement son petit, vérifiant les blessures, se rassurant que c'était réel. Cela se passait. Son bébé était vivant, là et en sécurité. Candy grimpa sur le dos de sa mère, frotta son visage contre celui de sa mère, pétrit avec ses pattes, faisant des sons aigus et continus de jouet et de soulagement que James pouvait entendre clairement à travers la clairière. James resta immobile, les larmes coulant sur son visage, sans retenue, observant les retrouvailles pour lesquelles il avait tant lutté. C'est pour cela qu'il l'avait sauvé. Ce moment, ce retour à sa place. C'était beau et dévastateur à parts égales. Beau parce que Candy était chez elle. Dévastateur parce que le but de James, la chose qui l'avait maintenu en vie pendant 3 semaines, se terminait juste devant ses yeux. La léopardesse adulte leva soudain les yeux de son petit et fixa son regard directement sur James. Il se tendit, prêt à reculer lentement si elle montrait le moindre signe d'agression, prêt à utiliser l'avertisseur sonore si elle chargeait, prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour leur donner de l'espace. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qui se rejouerait dans sa mémoire pour le reste de sa vie, quelque chose qui définirait sa compréhension de ce qui était possible entre les espèces. Elle marcha vers lui, non pas en chassant comme un prédateur approchant sa proie, non pas en se faufilant comme un animal évaluant une menace, marchant avec une intention claire, avec un but, avec quelque chose qui ressemblait presque à une décision. Candy resta là où elle était, assise dans l'herbe, observant curieusement, en sécurité dans le jugement de sa mère. La léopardesse adulte s'arrêta à 1,8 mètres de distance, s'assit, la queue enroulée autour de ses pattes, et continua à fixer James avec ses yeux d'or intenses qu'il avait vus depuis les pièges photographiques, qui avaient cherché pendant des semaines, qui le regardait maintenant avec quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. James savait qu'il ne devait pas bouger. Chaque protocole disait « Restez immobile, donnez de l'espace à l'animal, laissez-la prendre des décisions ». Mais quelque chose dans son regard le figea au-delà de la peur ou de l'entraînement. Ce n'était pas de l'agression, ce n'était pas une évaluation de menace. C'était quelque chose d'entièrement différent. Reconnaissance, acceptation, compréhension. La léopardesse se releva, ses mouvements fluides et délibérés. Elle fit 3 pas de plus en avant, maintenant à seulement 90 centimètres. Assez proche pour que James puisse voir les vibrisses individuelles de son visage vibrer légèrement alors qu'elle respirait. Assez proche pour voir les légères cicatrices sur son épaule dues à d'anciennes disputes territoriales. Des insignes de survie dans un monde qui n'offrait aucune pitié. Assez proche pour voir comment sa respiration s'était calmée, passant de l'excitation initiale des retrouvailles à quelque chose de plus mesuré, plus intentionnel. Lentement, avec une infinie précaution, bougeant comme à travers l'eau, James tendit sa main, paume vers le bas, sans menace. Le même geste qu'il avait utilisé des centaines de fois avec des animaux nerveux. La léopardesse regarda sa main, regarda de nouveau son visage, puis tendit son cou en avant et toucha la paume de James de son nez. Le contact dura 3 secondes. James sentit l'humidité chaude de son nez contre sa peau, la légère exhalation de son souffle sur ses doigts, la réalité indéniable d'une connexion entre des espèces qui n'étaient pas censées se connecter. Puis elle recula, le regarda une dernière fois avec une expression qu'il ne pouvait interpréter que comme de la gratitude, comme un signe de reconnaissance « Tu as sauvé mon enfant, et je te vois », et retourna auprès de Candy. Elle prit délicatement son petit par la peau du cou, de la même manière qu'elle l'avait probablement porté nouveau-né, de la même manière que les mères léopards avaient porté leurs petits pendant des millions d'années. Candy pendait paisiblement des mâchoires de sa mère, complètement détendue, totalement confiante, enfin chez elle dans cette prise conçue pour tenir sans blesser. Au bord de la clairière, la léopardesse mère s'arrêta et regarda James une dernière fois. Ses yeux retinrent les siens pendant 5 secondes. Puis elle se retourna et disparut dans la brousse,
emportant Candy avec elle, emportant le but de James avec elle, le laissant seul debout dans la clairière, alors que le soleil commençait à se coucher et son cœur se sentait simultanément brisé et guéri. La clairière redevint silencieuse, à l'exception du son de la respiration de James et de l'appel lointain d'un aigle pêcheur près de la rivière. Il resta seul dans la lumière déclinante de l'après-midi, sa main toujours tendue, son visage encore mouillé de larmes, son cœur se sentant brisé et réparé au même instant. Il ne bougea pas longtemps, ne pouvait pas bouger, ne pouvait que rester debout et assimiler ce qui venait de se passer, ce qu'il venait de voir, ce qu'il venait de perdre et de gagner simultanément. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher et que la température baissait et que le monde nocturne commençait à s'éveiller autour de lui, il baissa sa main et sortit son téléphone de sa poche. Ses mains tremblaient tandis qu'il ouvrait ses contacts, faisait défiler des collègues, des superviseurs et des chercheurs dont il se souvenait à peine, et trouva le nom de Sarah. Cette fois, il appuya sur appel sans hésiter. Elle répondit au deuxième coup, sa voix prudente et surprise, et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. « James, j'essaie de te joindre depuis des semaines. Tu vas bien? Ton superviseur a dit que tu avais manqué ton vol et que tu ne répondais pas aux emails. Je commençais à m'inquiéter. »« Je sais, » dit James, sa voix rauque d'émotion et de ne pas avoir parlé pendant des heures. « Je suis désolé. Je ne pouvais pas parler avant. Je n'étais pas prêt. Je devais d'abord faire quelque chose. »« Es-tu prêt maintenant? » demanda Sarah doucement, et James entendit la peur dans sa voix, l'attente de plus de déception, de plus de distance, de plus des murs qu'il avait bâtis entre eux depuis la mort d'Emma. James regarda l'endroit où Candy et sa mère avaient disparu dans la brousse. Il pensa aux 43 heures dans une fosse de pétrole, au sauvetage qui était arrivé juste à temps, aux 3 semaines de guérison qui avaient guéri plus qu'un simple léopardo. À apprendre qu'être en retard une fois ne signifiait pas qu'il devait être en retard pour toujours. À découvrir que certaines choses que l'on sauve finissent par nous sauver en retour de manières inattendues. « Je crois que oui, dit-il. « Sarah, je dois te raconter quelque chose qui s'est passé. Je dois te parler d'un léopardo que j'ai trouvé mourant dans une fosse de pétrole. De la façon dont je l'ai sorti et lui ai sauvé la vie. De la façon dont elle a sauvé la mienne. De la façon dont je l'ai laissée partir alors que je voulais la garder pour toujours. De la façon dont parfois la bonne chose et la chose difficile sont la même chose. De la façon dont je comprends enfin ce que tu as essayé de me dire pendant 18 mois. » Il y eut une longue pause. Puis la voix de Sarah arriva, douce et prudente, avec une note d'espoir que James n'avait pas entendue d'elle depuis si longtemps qu'il avait oublié son existence. « Raconte-moi tout. » Alors James lui parla de la fosse de pétrole et de ses yeux d'or s'ouvrant pour la première fois, de l'alimentation au biberon toutes les 3 heures et de Candy dormant sur sa poitrine, de la décision de trouver sa mère au lieu de l'emmener dans un sanctuaire, des retrouvailles dont il venait d'être témoin, du moment où un léopard sauvage avait touché sa main dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un remerciement, d'apprendre que lâcher prise était parfois le plus grand acte d'amour. Tandis qu'il parlait, marchant lentement vers son camp dans l'obscurité qui s'épaississait, suivant le chemin de mémoire et la dernière lumière du coucher de soleil, James sentit quelque chose bouger en lui. La culpabilité qui avait vécu dans sa poitrine pendant 18 mois, comme un poids physique, ne disparut pas, mais elle changea de forme. Elle devint quelque chose qu'il pouvait porter au lieu de quelque chose qui le portait. Elle devint quelque chose qui éclairait ses choix, au lieu de quelque chose qui les paralysait. « James, » dit Sarah quand il eut fini, sa voix épaisse d'une émotion qu'il pouvait entendre même à travers la mauvaise connexion téléphonique. « J'ai passé 18 mois à te blâmer d'être arrivé 2 minutes en retard. Mais tu n'étais pas en retard. Tu étais coincé dans les embouteillages. Des embouteillages sur lesquels tu n'avais aucun contrôle. Des embouteillages qui auraient pu arriver à n'importe qui. Et je t'ai puni pour quelque chose qui n'a jamais été de ta faute.
Nous l'avons tous deux fait. Je t'ai blâmé et tu t'es blâmé toi-même. Et Emma est toujours partie. Et nous avons détruit notre mariage à cause de 2 minutes qui n'étaient la faute de personne. J'aurais dû partir plus tôt, dit James automatiquement. La même réponse qu'il avait donnée pendant 18 mois. La même réponse qui était devenue son identité. Non, l'interrompit Sarah, sa voix ferme. Tu n'aurais pas dû. Tu es parti à une heure raisonnable. Tu as tout fait correctement. De mauvaises choses sont arrivées. Elles sont arrivées à Emma et elles nous sont arrivées à nous. Mais ce n'était pas parce que tu avais échoué. Tu n'as pas échoué, James. Tu n'as jamais échoué. Tu es juste arrivé à un moment où arriver n'avait plus d'importance. Et c'est du chagrin. Mais ce n'est pas de la culpabilité. C'est une tragédie. Mais ce n'est pas ta faute. James s'arrêta de marcher, sa vision se brouillante. Elle me manque tellement. Chaque jour, chaque heure, chaque fois que je vois quelque chose que je veux lui montrer ou lui raconter, chaque fois que je me souviens qu'elle n'est pas là pour le montrer ou le raconter, elle me manque tellement que j'en oublie parfois de respirer. Je sais, elle me manque aussi. Chaque jour. Mais James, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à nous détruire parce que nous n'avons pas pu la sauver. Ce léopardo que tu as trouvé, elle était mourante et tu l'as sauvée. Emma était mourante et tu n'as pas pu. Certaines choses que nous pouvons réparer et d'autres que nous ne pouvons pas. Cela ne fait pas de nous des échecs. Cela fait de nous des humains. Cela fait de nous des parents qui ont aimé notre fille et ont fait tout ce qu'ils pouvaient et l'ont quand même perdue. Parce que parfois, l'univers ne se soucie pas de combien nous aimons ou de combien nous nous efforçons. Ils parlèrent pendant une autre heure tandis que James retournait à son camp. Alors qu'il était assis sur le hayon de son camion, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, ils parlèrent du chagrin et de la culpabilité, et s'ils pouvaient retrouver le chemin l'un de l'autre, si l'amour pouvait survivre à la perte de la chose qu'ils avaient de plus aimée, si recommencer était possible, ou s'ils étaient trop brisés pour construire quoi que ce soit de nouveau. Ils ne firent aucune promesse sauf une. Sarah rappellerait demain et James répondrait, et ils continueraient à appeler, à répondre, à essayer de retrouver leur chemin depuis l'endroit où la perte les avait emmenés. Cette nuit-là, James resta seul dans sa tente pour la première fois en 3 semaines. L'espace à côté de lui où Candy dormait habituellement semblait énorme, comme un canyon, comme une blessure qui s'était rouverte. Il sortit son téléphone et regarda les photos qu'il avait prises au cours des 22 derniers jours. Candy couverte de pétrole, à peine vivante. Candy faisant ses premiers pas titubants. Candy grimpant à sa jambe comme un arbre. Candy endormie avec une patte sur son visage. Son expression paisible et confiante d'une manière qui disait qu'elle savait qu'elle était en sécurité. Son téléphone contenait désormais une documentation de guérison au lieu d'une documentation de destruction. Des preuves de salut au lieu de preuves d'échec. Il ouvrit un nouveau message à Sarah et lui envoya la photo des retrouvailles. Le moment où Candy avait couru pour la première fois vers sa mère, la joie et le soulagement visibles même sur une image fixe. Il ajouta 3 mots. Nous pouvons guérir. 3 points apparurent immédiatement, montrant que Sarah tapait. Puis sa réponse arriva. Oui, nous pouvons. Reviens à la maison, James. S'il te plaît, reviens. Le lendemain matin, James plia son camp méthodiquement, efficacement, avec la mémoire musculaire de quelqu'un qui avait fait cela des centaines de fois. Il était au Nigeria depuis 29 jours, bien plus longtemps que sa mission initiale de 7 jours. Il était temps de rentrer chez lui, le temps d'affronter Seattle et les appartements vides et la possibilité de reconstruire quelque chose avec Sarah. Le temps d'arrêter de fuir le chagrin et de commencer à marcher vers ce qui viendrait ensuite, quelle que soit son apparence, quelle que soit la forme qu'il prendrait. Avant de partir, il retourna à la clairière une dernière fois. Il ne s'attendait pas à voir Candy et sa mère. Les léopards parcouraient de vastes territoires, couvrant des dizaines de kilomètres carrés, et elles seraient loin maintenant, revenues au rythme sauvage qu'il avait brièvement interrompu.
Mais il avait besoin de se tenir à cet endroit une fois de plus pour se souvenir de ce que l'on ressentait quand un animal sauvage choisissait de dire merci pour marquer l'endroit où sa vie avait changé de direction. La clairière était calme, parsemée de la lumière du soleil matinal filtrant à travers les acacias. Les oiseaux chantaient depuis les branches, les insectes bourdonnaient dans l'herbe, le monde vivant et indifférent au chagrin humain ou à la guérison humaine. James se tenait au centre où il s'était tenu la veille et tourna lentement, gravant chaque détail dans sa mémoire, l'angle exact de la lumière, la nuance spécifique de vert de l'herbe, le son du vent se déplaçant à travers les arbres. Puis il les vit au bord lointain de la clairière, partiellement cachée dans l'ombre. La léopardesse mère était assise calmement. À côté d'elle, Candy pratiquait une embuscade de traque sur un morceau d'écorce, sa forme montrant déjà la grâce qui ferait d'elle un jour un prédateur parfait, ses mouvements instinctifs et précis. Tandis que James observait, Candy leva les yeux, le vit à travers 15 mètres de clairière, et ses oreilles se dressèrent en signe de reconnaissance. Elle commença à se diriger vers lui, son langage corporel disant qu'elle voulait se rapprocher, voulait dire au revoir correctement. Mais sa mère fit un court son, une vocalisation maternelle spécifique que James reconnut même sans traduction, et Candy s'arrêta en plein milieu de son pas. Elle regarda sa mère, puis James clairement déchiré entre l'humain qui lui avait sauvé la vie et la léopard qui lui avait donné la vie. Sa mère toucha doucement la tête de Candy d'une patte, un message clair. « Reste, tu es sauvage maintenant. Tu restes avec moi. » Candy resta, mais elle leva une petite patte et la tint dans l'air un instant, un geste que James reconnut de leur semaine passée ensemble. C'est ce qu'elle faisait quand elle voulait être prise, ce qu'elle faisait quand elle voulait être proche, ce qu'elle faisait quand elle avait besoin de réconfort. Cette fois, à 15 mètres de distance, séparée par la frontière entre le sauvage et l'humain, c'était quelque chose de différent. C'était un signe, un au revoir, un merci, une reconnaissance qu'ils s'étaient sauvés mutuellement, et maintenant ils rentraient tous les deux chez eux vers les vies qu'ils étaient censés vivre. James leva sa propre main en retour, sa gorge trop serrée pour les mots. Il resta là un long moment, mémorisant la vue de Candy, en bonne santé et sauvage, et exactement à sa place. Puis il baissa sa main, se retourna et s'éloigna sans regarder en arrière. Il n'avait pas besoin de regarder en arrière. Il porterait toujours cette image avec lui, de la même manière qu'il portait le souvenir d'Emma. Mais cette image était différente. Celle-ci ne faisait pas mal de la manière dont la mort d'Emma faisait mal. Celle-ci lui rappelait que sauver quelqu'un signifiait le laisser partir, que l'amour ne nécessitait pas la possession, qu'à parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire pour quelqu'un qu'on aimait était de lui rendre sa propre vie, même quand le garder serait plus facile, plus sûr, plus confortable pour soi. 3 mois plus tard, James retourna au Nigeria pour une évaluation environnementale de suivi. Les fosses de pétrole étaient finalement en cours d'assainissement. L'affaire judiciaire avait été réglée et son organisation voulait une documentation mise à jour. Il installa des pièges photographiques dans la même zone où il avait cherché la mère de Candy et il les vérifiait chaque semaine, le cœur serré, espérant et craignant ce qu'il pourrait voir. Le 17e jour, l'une des caméras captura des images qui lui coupèrent le souffle. Une grande léopardesse adulte traversant le cadre, confiante, en bonne santé et puissante. Derrière elle, un jeune léopard, peut-être âgé de 7 mois maintenant, presque aussi grand que sa mère, se déplaçant avec la grâce fluide d'un animal parfaitement sauvage. Alors que le jeune léopard passait devant la caméra, elle fit une pause et regarda directement l'objectif pendant 3 secondes, ses yeux d'or captant la lumière infrarouge. Puis elle continua son chemin, suivant sa mère dans la forêt, exactement là où elle appartenait. James regarda les images 15 fois avant de pouvoir s'arrêter. Il ne pouvait pas prouver que c'était Candy. Le petit avait grandi, changé, était devenu pleinement léopard d'une manière qui effaçait la vulnérabilité dont il se souvenait.
Mais ses yeux dorés et intelligents et vivants et libres, c'étaient les yeux de Candy. Il enregistra les images et les envoya à Sarah avec un message. Elle a réussi. Elle est exactement ce qu'elle était censée être. Et je pense que peut-être nous pouvons aussi être ce que nous sommes censés être. Sarah répondit immédiatement. Elle est magnifique. Tu l'as sauvée. Maintenant, rentre à la maison et laisse-moi t'aider à te sauver. Ce soir-là, assis devant sa tente sous des étoiles qui semblaient les mêmes ici que partout ailleurs, James sortit la photo d'Emma pour la première fois depuis des mois. Il regarda le visage de sa fille, son sourire éclatant, ses yeux si différents de l'or du léopard, mais tout aussi brillants de vie, de joie et de confiance que le monde était bon. La douleur vint comme toujours, mais cette fois, quelque chose d'autre l'accompagna. Acceptation, amour sans le poids écrasant de l'échec, souvenir sans le poison du regret, gratitude pour 6 ans au lieu de rage pour les années qu'il n'avait pas eues. « J'aurais aimé pouvoir te sauver, ma petite, » murmura-t-il à la photographie, sa voix ferme malgré les larmes. « Mais je n'ai pas pu. J'ai essayé. J'essayais. Je t'ai aimé de tout mon cœur. Et ça doit suffire. Tu dois suffire. Le temps que nous avons eu doit suffire. » Les nuits africaines s'installèrent autour de lui, remplies des sons de créatures chassant et se cachant, vivant et mourant, suivant leurs desseins sauvages, sans culpabilité, ni regret, ni hésitation. James s'assit au milieu de tout cela. Un homme qui avait appris que le salut fonctionnait dans les deux sens, que parfois, ce que l'on sauve est ce qui nous ramène à la vie, et que l'amour, le véritable amour, signifiait faire la chose difficile, même quand la chose difficile brisait le cœur. Il retournerait à Seattle demain. Il essaierait de reconstruire son mariage ou de construire quelque chose de nouveau avec Sarah. Il apprendrait à vivre avec la perte au lieu d'être consumé par elle. Il échouerait probablement parfois, réussirait parfois, lutterait toujours, mais il essaierait parce qu'un léopardo qui aurait dû mourir dans une fosse de pétrole avait choisi de vivre. Et son choix lui avait rappelé que sa propre vie valait encore la peine d'être vécue. Qu'être en retard de 2 minutes une fois ne le définissait pas pour toujours. Que sauver une vie ne pouvait pas effacer l'échec d'en sauver une autre. Mais cela pouvait prouver qu'il était toujours capable d'être la personne qu'il voulait être. Tandis que James rangeait la photo d'Emma et se préparait à dormir, quelque part dans la sombre forêt nigériane, un jeune léopard grimpa à un arbre à côté de sa mère et observa le ciel nocturne se remplir d'étoiles. Elle ne se souvenait pas de l'homme qui l'avait tiré de la mort. Elle n'avait pas besoin de s'en souvenir. Elle était à nouveau sauvage, à nouveau libre, exactement ce qu'elle était censée être. Et parce qu'elle était libre, James pouvait enfin l'être aussi. Certains miracles ne sont pas que l'impossible se produise. Ils sont d'accepter ce qui est possible, d'aimer ce que l'on peut sauver et de se pardonner pour ce que l'on ne peut pas. Ils sont d'arriver exactement quand on arrive et de faire de ce moment